Dans les années 60 et 70, ce sont les clubs de province qui ont fait rayonner le football français. Mais dans la capitale, c'est un peu le néant. Après la disparition des statuts professionnels du Stade français, oui c'était un club de foot avant, du Cirque athlétique de Paris-Charenton, ou encore du Racing Club de Paris qui deviendra plus tard le Matra Racing, il n'y a plus de club parisien professionnel digne de représenter l'élite du football français. Une anomalie incompréhensible. Et c'est de là, dans une ambiance parfois très politique, que naîtra le Paris Saint-Germain dans les années 70. Un débutant qui aspire à rattraper le temps perdu, jusqu'à même atteindre ses heures de gloire en Europe dans les années 90. Des présidents emblématiques, des joueurs légendaires, Boulogne, Auteuil, Canal+, et Phil Collins en fusion. Alors comment le Paris Saint-Germain a considérablement marqué l'histoire du football français? Retour sur une période faste d'un club vraiment unique en son genre. Avec la transformation du Parc des Princes en une enceinte ultra moderne, et aussi pour laisser passer le périphérique en dessous, il ne manque plus qu'à ce stade un club résident digne d'y siéger. Le projet est dans les cordes, et l'initiative de ramener le football professionnel dans la capitale est lancée à la fin des années 60 par le président de la Fédération française de football, Jacques Georges, qui organise un référendum populaire avec cette question simple: pour ou contre un grand club de foot à Paris? Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui. Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne. Le football? Oui, du football. Ben oui, moi j'aime bien ce type d'animation, moi j'aime bien ça. Et évidemment, le oui l'emporte largement. L'histoire commence donc en 1969, avec la création du Paris FC. Mais problème, le club n'a ni équipe, ni entraîneur, ni staff technique, n'ayant pas reçu les dérogations nécessaires pour commencer en première division, et cherche donc à fusionner au plus vite avec un club existant. Après avoir essuyé des refus, l'année suivante, en 1970, le Paris FC trouve enfin un terrain d'entente avec le club du Stade Saint-Germanois, basé dans la commune de Saint-Germain-en-Laye, située à environ 20 km de la capitale. Connu pour son château naquit le roi Louis XIV, Saint-Germain-en-Laye vient de disputer un quart de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, mais la croissance du club, alors en 3e division, risque d'être freinée pour raisons financières. Donc le club du Stade Saint-Germanois ne serait pas contre une fusion. Ensemble, le Paris FC et le Stade Saint-Germanois deviennent le Paris Saint-Germain. Mais attention, parce qu'on ne définit pas encore le Paris Saint-Germain comme étant un club en tant que tel. Même s'il va prendre part aux compétitions officielles comme les autres, cela reste encore, je cite, une association de personnalités regroupées pour la création d'un grand club de football à Paris. Intégré à l'origine en 3e division mais qui débutera finalement en seconde, le Paris Saint-Germain voit le jour sous la houlette de ses 3 pères fondateurs, d'abord Guy Crescent, président de l'entreprise de transport Calberson et du nouveau club le Paris FC, Henri Patrel, président du Stade Saint-Germanois, et Pierre-Étienne Guyot, ancien président du Racing Club et qui devient le tout premier président du Paris Saint-Germain. Ensemble, ils cherchent immédiatement à rendre l'équipe compétitive, bien qu'elle soit composée uniquement de joueurs amateurs. Et pour atteindre l'élite du football français le plus vite possible, il faut forcément attirer des joueurs de métier, mais comment, quand l'argent manque? Pour complémenter l'apport personnel de ces 3 hommes d'affaires et des différents actionnaires qui soutiennent le projet d'un grand club à Paris, les 3 hommes rencontrent un poids lourd du football européen, le président du Real Madrid, rien que ça, Monsieur Santiago Bernabéu. Sur ses conseils, ils organisent une collecte publique afin que les potentiels futurs supporters deviennent des actionnaires. Le PSG va donc reproduire le principe des socios, une campagne qui réunira jusqu'à 20 000 personnes qui participeront au projet contre la somme de 25 francs pour établir un budget au Paris Saint-Germain. Et maintenant, il faut apporter de l'expérience à cette jeune équipe, en commençant par accueillir l'international français Jean-Claude Bras et surtout le capitaine de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, Jean Djorkaeff. Et contrairement à ce qu'on peut penser, non, il n'y a aucune trahison dans l'air puisque la rivalité entre Paris et Marseille n'existe pas encore. Une belle synergie se crée alors entre d'un côté les pros qui sont venus pour le projet sportif aussi original qu'ambitieux et les amateurs qui vont tout faire pour conserver leur place. Au terme de sa première saison, en 1971, le PSG rejoint déjà l'élite. Le début d'une belle aventure, me direz-vous?
Eh ben non, c'est là que les choses se compliquent. Comme je vous le disais à l'instant, c'est là qu'on voit que le PSG n'est pas encore un club. Car maintenant qu'à peu près tout le monde a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir une entité parisienne professionnelle en D1, un conflit d'intérêts va naître autour de l'identité même du Paris Saint-Germain. Est-ce vraiment un club parisien? Car avec le nom de Saint-Germain dans l'équation, cela ressemble plutôt à un club banlieusard. C'est en tout cas l'avis de la mairie de Paris qui estime que le PSG n'est pas un club de Paris et refuse même de les indemniser. Le Parc des Princes attendra. Le titre de Paris Football Club est tout de même une étiquette beaucoup plus importante que Paris Saint-Germain. Et cette situation assez ubuesque fait que l'institution est littéralement scindée en deux. Paris Football Club sera un club essentiellement professionnel et le Paris Saint-Germain Football Club sera un club qui sera essentiellement amateur avec ses équipes de jeunes. D'un côté, la section pro reste en D1 sous le nom de Paris FC et de l'autre, la section des amateurs qui garde le nom de Paris Saint-Germain repart en 3e division. C'est le divorce entre le PFC et le PSG et ce dernier doit repartir de zéro et est même menacé dans son existence. Mais en 1973, le Paris Saint-Germain peut se targuer de repartir sur des bases solides puisque cette fois, on peut parler réellement d'un club à part entière et qui passe sous la houlette de son premier grand président, Monsieur Daniel Echter. À l'origine un créateur de mode, il dessinera la tunique emblématique du Paris Saint-Germain, le fameux maillot Echter, un bleu nuit avec une bande rouge verticale au centre, un design ultra populaire et toujours ardemment défendu aujourd'hui par les supporters les plus fidèles. En 1974, le Paris Saint-Germain conserve ses ambitions professionnelles et remonte en D1, année où, ironie du sort, le Paris FC descend en 2e division. Mené par son entraîneur et ancienne légende des Bleus, Juste Fontaine, le PSG vient d'inaugurer son centre d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye, le Camp des Loges, et retrouve son statut professionnel. Une nouvelle dimension qui lui permet d'attirer ses premiers diamants. Carlos Bianchi et surtout le capitaine et buteur algérien de l'équipe, le magistral Mustapha Daleb, immense talent qui fera le bonheur des Bleus et Rouges durant 10 belles années, c'est avec lui que le PSG va prendre son envol. Mais même quand tout semble aller dans le bon sens, Paris n'est vraiment pas un club comme les autres, car la présidence de Daniel Echter est marquée par les polémiques. En 1978, l'affaire de la double billetterie le poussera vers la sortie. Grosso modo, une partie des ventes de la billetterie qui devait revenir au club aurait, je dis bien aurait, directement atterri dans la poche des joueurs. Et ces revenus n'auraient donc pas été déclarés. Suite à cette affaire, Daniel Echter est radié à vie du football avant que cette décision ne soit annulée en 1980. C'est vrai qu'au départ, la sévérité extrême de la sanction fait qu'à mon avis, il y a des gens qui voulaient se débarrasser de Daniel Echter. Mais bon, aujourd'hui, il clame toujours son innocence. C'est donc son vice-président, Francis Borilli, qui lui succédera à la tête du club et poursuivra ainsi sur le bon élan donné par Echter, le moment des premières heures magiques du Paris Saint-Germain. En recrutant 2 joueurs des Verts de Saint-Étienne, Battenet et Rocheteau, le club de la capitale se qualifie pour une finale de Coupe de France contre les Stéphanois justement en 1982. Avec le jeune Luis Fernandez au milieu de terrain parisien et Michel Platini du côté des Verts, cette finale est très disputée. 1 partout à la fin du temps réglementaire, 2 partout à la fin de la prolongation grâce à une égalisation de Rocheteau contre son ancien club en toute fin de partie, et les Parisiens sortent vainqueurs de la séance de tir au but et remportent la Coupe de France, leur premier trophée après à peine 10 ans d'existence. Et Paris se renforce, avec un joueur à la fois exceptionnel et très rare pour l'époque, le Yougoslave Safet Suzic, un profil offensif et créateur, très similaire à Totti et Kaka, qui va faire ce lien entre le milieu et l'attaque, établissant le relais sur les ailes pour dynamiser le jeu de transition sans se positionner à la pointe de l'attaque. En Italie, on appelle ça un trequartista, en français, un 3/4. Avec Suzic, le PSG entraîné par Georges Perroche conserve sa Coupe de France l'année suivante en 1983, après un succès étriqué 3-2 face au FC Nantes. En quelques années seulement, les coéquipiers de Mustapha Daleb ont prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser au plus haut niveau. Malgré une finale de Coupe de France perdue en 85 contre Monaco, Paris recrute un gardien de grande classe, Joël Batz, qui leur permet avec leur nouvel entraîneur Gérard Rouillet de constituer une redoutable colonne vertébrale, Batz, Fernandez, Suzic, Rocheteau, et lors de la saison 85-86, Paris enchaîne une série de 26 matchs consécutifs sans perdre en championnat, ce qui leur permet de décrocher leur tout premier titre de champion de France en 86.
Mais après le départ de ces cadres, la fin des années 80 sera surtout marquée par l'ascension fulgurante d'un nouvel ennemi, l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, qui domine considérablement la D1 française jusqu'au début des années 90, ce qui donnera lieu à des frictions mémorables entre le président Borély et Bernard Tapie, notamment pour des soupçons de matchs truqués. La férocité des confrontations entre le PSG et l'OM devient un classique. Une nouvelle rivalité est née. Mais pendant que l'OM a la main mise en France et impressionne l'Europe, le projet de Paris tâtonne un petit peu et recherche un nouveau souffle. Et l'inquiétude est telle que l'affaire devient politique. Le maire de Paris, Jacques Chirac, insiste pour qu'un acteur du paysage médiatique français reprenne le flambeau. Le président Francis Borély s'en va et l'avenir du Paris Saint-Germain passe au crypté. En 91, Canal+ devient actionnaire du club à hauteur d'environ 40% et l'une des figures emblématiques de la chaîne, Michel Denisot, devient le nouveau président du Paris Saint-Germain. Et fort d'un recrutement très intéressant, 2 ans plus tard en 93, Paris retrouve une équipe ultra compétitive, de quoi rêver plus grand. Emmené par l'entraîneur portugais Arthur Jorge, celui-ci dessine un schéma de jeu en 4-4-2 avec une équipe de joueurs située dans la fleur de l'âge. Avec le gardien Bernard Lama, le défenseur Antoine Camboiré, le brésilien Ricardo, mais aussi Alain Roche et Patrick Colter, et les milieux de terrain Laurent Fournier, Daniel Bravo, Vincent Guérin, le brésilien Valdo et le capitaine Paul Le Guen vont créer ce bloc vif et solide, capable de se projeter rapidement vers l'avant et ainsi trouver le duo d'attaquants emblématique des années 90, David Ginola, et le génie venu du Liberia, Monsieur Georges Weah. En 93, pendant que Marseille fonce vers la coupe aux grandes oreilles, Paris est en lice en Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa, et tombe sur un mastodonte du football mondial en quart de finale, le Real Madrid. Malgré un plan de jeu cohérent et courageux, Paris ne résiste pas à la pression des merengues et s'incline 3-1 en Espagne. La messe semble dite, a priori, mais avec la qualité de cet effectif parisien et ce Real Madrid qui n'est pas dans la meilleure période de son histoire, peut-être est-ce l'occasion enfin d'attirer les projecteurs sur la ville lumière. Quart de finale retour de Coupe UEFA, Parc des Princes, le fantasque Georges Weah annonce la couleur de la soirée. Les grands sont montés, but de Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période. « 1-0 à la mi-temps, alors que nous entrons dans les 10 dernières minutes de la partie. Weah, en retrait, c'est bien joué. Extraordinaire! C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. En phase de réparation face à Rocha, Vato frappe de Valdo. Et c'est le but! But de Candido Filio Valdo. 3-0. L'exploit est immense, mais il faut encore tenir. Et à la 94e... Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête de but. C'est pas possible. Mais avec un temps additionnel qui n'en finit pas, l'ambiance électrique au parc laisse entrevoir l'espoir. 96e minute de jeu. Weah est devant le but. Camboiré aussi, il est monté de tête. C'est extraordinaire. C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré le sauveur. C'est le premier grand exploit européen de l'histoire du PSG. Malgré l'élimination en demi-finale par la Juve de l'inévitable Baggio, Paris remporte la Coupe de France après son écrasante victoire 3-0 aux dépens du FC Nantes, sauf qu'en championnat, Paris vit encore dans l'ombre de l'OM en 93, en se faisant notamment humilier 3-1 au Vélodrome quelques jours après la victoire de Marseille en Ligue des Champions. Mais un véritable renfort de poids en provenance de Sao Paulo va tout changer. Le milieu offensif brésilien raille. L'effectif du PSG est désormais plus solide, plus équilibré et a tout pour prouver à son rival marseillais qu'ils peuvent définitivement les enterrer lors de la saison 93-94, et ce juste avant la descente administrative des Olympiens en 2e division pour cause de matchs truqués contre Valenciennes. Avec la créativité de Rai au centre du jeu,
Paris bascule dans une autre dimension et parvient à battre lors de la saison 93-94 sa propre série d'invincibilité établie en 85-86. Cette fois ce n'est pas 26 mais 27 matchs consécutifs que le club de la capitale enchaîne sans perdre. Et quand Paris est aussi puissant, il finit par être couronné. En 94, Paris décroche son deuxième titre de champion de France. Mais ce n'est pas tout, car le PSG confirme sa force de caractère en Europe, dans la désormais disparue Coupe des vainqueurs de coupe, souvent abrégée en Coupe des coupes. Et en quart de finale, il retrouve tiens, le Real Madrid. À l'aller, grâce à un excellent travail de Ginola, Georges Weah plante le seul but du match aller pour un succès historique en terre espagnole. C'est la seule et unique victoire à ce jour d'un club français à l'Estadio Santiago Bernabéu. Grâce à un nul 1-1 au retour, comme la saison précédente, Paris élimine le Real, mais butera en demi-finale face à Arsenal. Après un match nul 1-1 au parc, les Parisiens privés de Weah s'inclinent à Londres, une défaite très critiquée par la presse française qui remet en cause le style très conservateur d'Arthur Georges. Il laissera sa place sur le banc à l'ancien joueur de la maison, Luis Fernandez, qui va écrire avec le club de la capitale une des plus belles pages de son histoire. Car désormais, comme c'était le cas autrefois, Paris a été sacré champion de France et c'était la seule condition pour disputer la Ligue des Champions la saison suivante. Et ce sera encore une fois une saison mémorable. Après avoir maté les Hongrois de Samsung en tour préliminaire, le PSG se qualifie pour la phase de groupe de Ligue des Champions en compagnie du Bayern Munich, du Spartak Moscou et du Dynamo Kiev. Un groupe très relevé, car il n'y avait pas que le Bayern qui était fort, il y avait aussi le Spartak qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils vont gagner tous leurs matchs de phase de groupe l'année suivante, en 95-96. Donc voilà ce qui attend Paris. Mais fort heureusement pour eux, il en faut beaucoup plus pour les bousculer. Cette équipe du PSG est plein d'audace. Lors du premier match contre le Bayern, la technique de Georges Weah est toujours aussi impressionnante. Oh oui, bien joué! Bien joué! Oh, que c'est dommage! Superbe action de Georges Weah! C'est bien frappé! Oui! Et c'est le but! Et c'est le but marqué par Georges Weah en fin de parcours. Paris Saint-Germain inscrit son premier but et son second! Oh, superbe arrêt de Cannes. Valdo. Seul Ricardo est devant. Allez, combien bien, Daniel. Oui. Superbe but de Daniel, bravo. Daniel vient, extraordinaire. Victoire 2-0. Et le PSG fait également le job dans l'Est soviétique. C'est bien joué, ça Vincent Guérin frappe. Oui. Et vite. Oh, c'est superbe. Valdo. Oh, superbe, sauvé par Comine. Gardien, cette fois-ci, Et but. Et voilà, ça finirait par payer. Ça a payé, bravo Lyon George. Je savais qu'il allait en mettre un aujourd'hui, je le sentais. Thierry, ça c'est super ça. Ah oui. Oh, le poteau. Elle est rentrée. Et but de Weah. À Munich, JPP côté bavarois ne peut rien faire avant que Georges Weah ne réalise un nouveau coup de génie. Il est passé. Il est passé. Oh, quel but! Oh, quel but! Quel but! Oh, oh! Ça pourrait passer, il est passé! Ginola, Georges Weah, un but! Oh, Mercano! On s'y laisse passer. Oh, Ginola! Superbe! Oh, Oh! Festival! Eh oui, Rail! En fin d'année 95, Georges Weah recevra la prestigieuse récompense du Ballon d'Or. Bon, et sinon, vous avez compté, hein, ça fait 6 succès en 6 matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. C'est un grand chelem pour ce PSG dans ce groupe pourtant très difficile, et c'est seulement la deuxième fois que ça arrive en Ligue des Champions après le Milan en 92-93, et le Spartak qui, comme je l'ai dit, le fera aussi l'année suivante. Le Paris Saint-Germain est encore à ce jour le seul club de l'Hexagone à avoir réalisé le grand chelem en phase de groupe. Pas de huitième de finale à l'époque, les Parisiens disputeront leur quart de finale aller sur la pelouse du Camp Nou pour y défier le Barça de Cruyff. Et heureusement que les cages sont bien gardées par Bernard Lama. Oh, la parade de Lama, somptueuse! Mais Lama va perdre sa concentration. Ah oui, oh, il se le met. il l'avait, Bernard Lama. But! But de Georges Weah. But de Georges Weah. Un partout score final, Georges Weah comme d'habitude est exceptionnel et permet à ses coéquipiers de réaliser une excellente opération à l'extérieur avant la réception du Barça au parc.
Mais Paris va user de malchance. Bien fait. Oui, la barre. La barre sur ce somptueux coup de tête de Georges Weah. Pas de hors-jeu. Allez, David, allez. Mais là, au fond, encore la transversale. Sur le haut de la barre cette fois-ci. Oui. Oh, le poteau encore. Mais c'est pas vrai. Trois poteaux en une mi-temps. Encore sur le haut de la barre, hein. Oui. Il l'a touché, Busquets. Et malheureusement, Baquero côté Barcelone va en profiter. Mais finalement, le travail va payer. Un attaquant pour un défenseur. But de Rail. But de Rail sur ce corner. Bravo. Voilà, l'égalisation, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ivan, quelle parade en 2 temps de Bernard Lama. Grand football. Attention, Allez, Vincent. Terrain, belle frappe. Et but. Oui, Vincent. Allez, Vincent. Oui. Formidable, il le mérite 100 fois. 100 fois, il mérite ce but. Encore une soirée de folie au Parc des Princes. Ce PSG-Barça reste l'un des plus grands exploits du football français. Paris file dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour y retrouver un adversaire encore plus coriace, le Milan. Et décidément, les vieux démons reviennent. Oh là-bas, c'est pas vrai. Mais l'expérience des Rossoneri ne leur laisse cette fois aucun répit. Boban et but. là là. Et but de Boban dans les arrêts de jeu. Milan s'impose 1-0 au Parc et le match retour à San Siro ne fait que souligner un peu plus la puissance des Italiens. Il n'y avait tout simplement rien à faire. Et si en championnat la saison 94-95 fut celle d'un FC Nantes presque invincible, Paris ne finira pas cette aventure sans trophée et remportera une nouvelle fois la Coupe de France en 95, ainsi que la toute première édition de la Coupe de la Ligue. Et en tant que vainqueur des coupes, ils participeront l'année suivante en 96 à la Coupe des Coupes. Renforcés par les arrivées du défenseur lyonnais Bruno Ngotti, du fantasque nantais Patrice Loco et du Snake Youri Djorkaeff, le fils de Jean Djorkaeff, l'ancien parisien, le club de la capitale va de nouveau jouer les premiers rôles en championnat et terminer dauphin cette saison-là, derrière les Auxerrois de Giroud. Mais en Europe, la Coupe des vainqueurs de coupe leur offre un nouveau parcours mémorable. Après avoir disposé de Molde et du Celtic, en quart de finale, les Italiens de Parme vont leur donner du fil à retordre au match aller, mais la quête commence au match retour. Et les Paris Saint-Germain après 8 minutes. Il est repris par un Polonais, Loco. Et but de Patrice Loco. Dans un Parc des Princes en ébullition et grâce à 2 pénaltys, Paris arrache la qualification en s'imposant 3-1 pour y défier les Espagnols de la Corogne en demi-finale. Qui est vite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer. Et le but de Youri Djorkaeff. Solide double vainqueur des Galiciens, le PSG, plein d'expérience et plein d'assurance, file cette fois en finale pour y affronter le Rapid Vienne. Au stade du Roi Baudouin à Bruxelles, Bruno Ngotti transforme le rêve des siens en réalité. 1-0, ce sera le score final. Après Marseille en 93, Paris devient le second club français à décrocher une Coupe d'Europe. Moins prestigieux certes, mais le PSG vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football français. Luis Fernandez passe cette fois la main à Ricardo sur le banc des entraîneurs et Paris repart de plus belle, en Coupe des Coupes. Défait 4-2 au match aller du second tour par Galatasaray, les Parisiens refont leur retard au Parc et écrasent les Turcs sur le score de 4-0. Et Paris réalisera une superbe demi-finale aller contre Liverpool, victoire 3-0 à domicile, avec un Leonardo en feu. Même s'ils se feront peur à Anfield, Paris retrouve le Barça en finale pour défendre son titre. Mais hélas, cette fois, Phénoméno en a décidé autrement. L'année suivante, en 98, le club de la capitale remporte sa compétition favorite, la Coupe de France. Ce parcours encore une fois magnifique marque en quelque sorte la fin de la grande période du Paris Saint-Germain sous l'ère Canal+. Présent 7 fois sur le podium du championnat de France entre 92 et 2000, Paris compte 2 titres de champion de France, 5 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, une Coupe des Coupes
et 2 demi-finales européennes après des exploits contre Madrilène et autres Barcelonais, tout cela en seulement un quart de siècle d'existence. Une période faste durant laquelle Paris est vraiment devenu magique. Un club également devenu surmédiatisé, où ses succès font écho un peu partout en France et où la défaite est parfois vécue comme un drame national. C'est un amour finalement passionnel qui unit le PSG et ses supporters. Déjà à l'époque, Paris a su nous faire rêver lors de soirées épiques. Déjà à l'époque, Paris était magique. Et même si ce club ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, leur avenir va s'assombrir au tournant du XXIe siècle. Nous, le PSG, on ne peut pas s'en sortir. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 10 morts pour qu'on s'occupe vraiment du sujet? La suite au prochain épisode.